Bonjour, mon nom est Simon Coulombe. Je suis professeur au département des relations industrielles de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche relief en santé mentale, autogestion et travail. Aujourd'hui, on va parler de l'aménagement de vos espaces de vie, d'études et de travail afin de satisfaire vos besoins fondamentaux. En fait, l'environnement physique prend une place importante dans nos vies. Parfois, on s'en rend pas, on s'en rend pas compte autant qu'on le devrait. Si je vous demande qu'est-ce qui au quotidien influence votre santé mentale, votre bien-être, vous risquez de me répondre, puis c'est peut-être pas le cas, mais il y a beaucoup de personnes qui répondraient, ben, les amis, ma famille, mon travail, les gens. Souvent, on pense beaucoup à l'environnement social autour de nous, mais un petit peu moins à l'environnement physique. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le design de l'environnement physique, l'aménagement de l'environnement physique autour de nous, dans nos milieux de vie, a vraiment des impacts importants sur notre santé mentale et notre bien-être. En fait, il existe plusieurs modèles qui ont été développés en psychologie de l'environnement et dans des domaines connexes, notamment le modèle du potentiel psycho-environnemental. Le potentiel psycho-environnemental, c'est le potentiel des environnements physiques autour de nous de soutenir nos besoins au plan psychologique, puis aussi au plan social. Vous allez voir, certains besoins chevauchent un peu les aspects plus individuels, psychologiques et des aspects sociaux. L'idée de base derrière ce modèle-là, qui est une idée aussi mise de l'avant dans plusieurs autres théories et modèles, c'est que chacune d'entre nous, on est des personnes, vous voyez à gauche, et on a des besoins, des aspirations, des projets. Et l'environnement physique autour de nous va soutenir notre bien-être dans la mesure où il soutient, où il satisfait nos besoins. Ce qui m'importe pour moi, si les choses sont importantes pour moi dans mon quotidien, mes activités, mes projets, mes besoins, si mon environnement physique me permet d'accomplir et de soutenir ces aspects-là, bien, généralement, on dit qu'il y a plus de congruence entre la personne et l'environnement. Puis c'est associé à vivre davantage de bien-être, de santé mentale et de résultats positifs. On pourrait même penser à des indicateurs éventuellement de performance, que ce soit académique ou de performance au travail, par exemple. Le modèle du potentiel psycho-environnemental nomme 6 différents besoins psycho-environnementaux qu'un environnement devrait soutenir. Et pour certaines d'entre nous, certains de ces besoins-là vont être un peu plus importants que pour d'autres personnes. Par exemple, pour moi, je sais que l'identification symbolique, c'est très important, mais pour d'autres, c'est peut-être un peu moins. Mais ce qu'on sait, c'est que globalement, il semblerait qu'on retrouverait ces besoins-là à travers les différents groupes de personnes autour de nous. Jusqu'à un certain point, on présente ces besoins-là. Ce modèle-là a été développé par Steele en 1973 dans le contexte des environnements de travail et Jutra a fait avancer le modèle là, avec son application dans d'autres contextes comme le contexte résidentiel, le contexte, il y a d'autres études qui ont été faites encore plus récemment, le contexte des édifices verts, les édifices de bureaux verts qui ont été faits par des chercheurs en Ontario, Manuel Riemer, et je fais partie de cette équipe-là. Donc, ça me fait plaisir de vous parler un petit peu de ce modèle-là aujourd'hui. Selon ce modèle-là, il y aurait donc 6 besoins qu'on va passer un par un, puis je vais vous parler un petit peu de comment ces besoins-là se présentent dans les milieux de vie, puis quelles études ont été faites sur ce sujet-là. Ce qu'on sait, c'est que plus ces besoins-là sont satisfaits, il semblerait que plus les personnes présentent des indicateurs positifs de bien-être. Je vous invite, si vous avez le temps, à faire pause et puis à essayer de remplir le questionnaire ici. En fait, ce questionnaire-là, c'est une équipe de recherche dont je fais partie qui l'avons développé. Ça vous permet de voir jusqu'à quel point l'environnement autour de vous satisfait les besoins que je viens de présenter. Le questionnaire porte sur l'environnement de travail, mais vous pouvez adapter le questionnaire en pensant à votre chambre, votre maison, votre appartement, même votre quartier. Et évidemment, si vous faites la moyenne ou la somme des scores à chaque question, plus le score est élevé, plus on peut dire que vos besoins psycho-environnementaux sont satisfaits. Et s'il est plus faible, bien, vos besoins sont un petit peu moins satisfaits. L'idée, c'est aussi de voir en répondant aux questions, peut-être qu'il y a certains besoins qui sont moins satisfaits et voir dans ce cas, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer ce degré de satisfaction-là? Ou peut-être aussi que ce n'est pas un besoin qui est si important pour vous, puis c'est correct aussi. L'idée, c'est plus de vous amener à réfléchir sur comment aménager votre environnement de vie pour qu'il soit le plus satisfaisant, qui réponde le mieux à votre à vos aspirations, vos besoins. Le besoin, donc,
refuge et sécurité ou abri et sécurité met l'accent beaucoup sur différents aspects de la sécurité. D'abord, il y a le refuge psychologique. Lorsqu'on pense à une maison, à notre chambre, c'est le fait qu'on se sent bien, qu'on se sent à l'abri un peu de l'extérieur. Ben, c'est ça l'idée que nos espaces devraient permettre un certain niveau de refuge. Pas nécessairement tous les espaces, mais certains espaces plus intimes devraient faire ça. On parle aussi à la sécurité par rapport au risque de maladie, d'accident, qui est aussi très pertinent en contexte de COVID, puis aussi la mise à l'abri des intempéries puis des éléments de la nature. Il faut penser que pour certaines personnes, simplement avoir un toit, c'est quelque chose qui n'ont pas nécessairement accès facilement à un environnement de qualité qui permet de les mettre à l'abri du froid, par exemple, etc. Donc, ces aspects-là sont vraiment importants. Si ces besoins-là ne sont pas satisfaits, on peut croire que ça va être difficile de satisfaire même les autres besoins, les autres psycho-environnementaux. Deux exemples ici. Il y a l'Université Laval, justement. Ça, c'est une partie de l'environnement physique d'une université qui peut aider à promouvoir un sentiment de sécurité parce que les gens ont accès aux consignes sur la COVID et souvent, pas loin de là, il y a même accès à du matériel comme des masques, etc. Donc, ça fait partie de l'environnement physique, puis c'est important. Il y a aussi l'environnement physique, ça peut être aussi le fait que la lumière, qu'il n'y a pas trop de lumière, qu'on n'est pas aveuglé, donc au point de vue physique, nos yeux ne sont pas trop fatigués dans un environnement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une étude qu'on a faite dans une municipalité canadienne, c'est qu'il y avait beaucoup de fenêtres et à cause des fenêtres, les gens avaient mal aux yeux à cause de la lumière, tellement il y avait de fenêtres, puis le soleil rentrait. Mais les gens ont pris action, puis il y a des personnes qui ont décidé d'acheter ces genres de paravents ou parapluies là, dans un magasin que je nommerai pas, puis qui permettent de réduire la lumière. Donc, c'est possible de prendre action, de faire des petites choses qui peuvent avoir un impact important sur votre sentiment de sécurité. La régulation des contacts sociaux, c'est un autre des besoins du modèle psycho-environnemental, du potentiel psycho-environnemental. L'idée, c'est qu'un environnement physique devrait nous permettre d'avoir des interactions sociales, mais aussi des moments d'intimité selon les besoins qui changent. Ici, c'est une étude qu'on a faite dans une municipalité, donc c'est plus dans un contexte de travail, mais vous pouvez l'appliquer à un contexte d'études, par exemple dans les résidences ou même sur le campus. C'est bien généralement qu'il y ait une flexibilité qui ait accès à des espaces plus ouverts où les gens peuvent socialiser, mais aussi des espaces plus calmes où les personnes peuvent avoir du calme. Donc, dans votre contexte d'études, votre maison, votre contexte de vie, je vous invite à réfléchir. Est-ce que vous avez accès à ces deux types d'environnements-là? Puis des fois, ça peut être des choses simples. Pas besoin de nécessairement changer tout l'environnement. Ça peut être aussi de mettre un casque d'écoute pour se sentir plus isolé. Donc, c'est aussi des petits trucs comme ça, mais je vous invite à juste essayer de prendre conscience de à quel point votre environnement vous permet tout ça, puis est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent être faites? Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées dernièrement sur les espaces de travail ouverts. Est-ce que c'est bon? C'est très la mode, vous travaillez peut-être dans ces espaces-là ou même des lieux d'études ouverts. Est-ce que c'est bon pour on pourrait croire que ça facilite les échanges sociaux, etc. Est-ce que ça influence la santé, le bien-être? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'un côté, il y a des plus, mais il y a aussi des moins. Les plus, les avantages, c'est que les personnes sentent qu'ils, généralement, dans certaines études, ça leur permet de davantage collaborer, de sentir qu'ils ont des buts partagés avec les autres personnes dans la pièce. Par contre, souvent, les personnes rapportent qu'ils ont moins d'intimité, qu'ils ont souvent une perception d'intrusion, une surcharge même cognitive avec les sons, les bruits, les personnes autour, qui fait qu'on se sent un peu des fois surchargé, puis des fois un sentiment d'insatisfaction. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça ressort de certaines études. Ce qui est rapporté comme piste de solution, c'est que proche de ces espaces-là, qu'il y ait aussi accès à des espaces un petit peu plus calmes, des accès à des petites pièces un peu fermées qui permettent de s'isoler puis d'avoir du calme puis de se concentrer. Puis comme je l'ai dit tantôt, des fois, si on n'a pas accès à ça, ça peut être simplement des écouteurs. C'est sûr que ça peut. On va avoir quand même des stimuli, puis voir des gens, puis ça peut nous déranger, faire quand même une surcharge cognitive au point de vue des stimuli visuels, mais il y a peut-être moyen aussi de se placer dans la pièce pour être un peu moins surchargé là, au point de vue visuel aussi. En télétravail aussi, tu sais, télétravail ou téléétudes, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a aussi des enjeux liés à la régulation des contacts sociaux. Il y a beaucoup de distractions dans les espaces de travail à la maison. Puis des fois, on n'a pas d'espace dédié au travail ou aux études. Ce que certaines études ont montré dans le contexte de la COVID, c'est que les personnes qui vivaient plus de distractions, qui n'avaient pas d'espace dédié, avaient été plus nombreux ou plus susceptibles de rapporter de nouvelles difficultés de santé physique ou mentale suite au passage en télétravail.
Donc, c'est important de vous questionner. Ça peut affecter donc votre santé, éventuellement, ça peut affecter votre santé physique, votre santé mentale ou votre perception de ces aspects-là. Si vous avez beaucoup de distractions, pas d'espace dédié pour étudier. Je sais bien que des fois, c'est limité les solutions possibles. On ne peut pas déménager, il y a des coûts associés à ça. Mais des fois, il y a des petites choses qui peuvent être faites. Déplacer un petit bureau, le mettre différemment pour être moins susceptible d'être distrait, essayer de mettre un petit paravent ou quelque chose qui peut faire un espace un petit peu plus dédié. L'identification symbolique, c'est un autre des besoins du potentiel psycho-environnemental. En fait, ça fait référence au fait qu'il y a de l'information transmise dans le lieu sur les occupants, sur l'organisation, si c'est une université, si c'est un environnement de travail. Puis aussi, c'est le fait qu'on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent que les gens finissent par s'identifier à l'espace ou dans l'espace. Vous voyez une image ici, c'est des photos, des dessins d'enfants, etc. Bien, ça peut vouloir dire beaucoup pour la famille ou pour une personne ici, une personne qui a des enfants. Le fait d'avoir mis ces photos-là, ça lui permet de s'identifier dans l'espace puis de transmettre de l'information aux personnes qui visitent l'espace. Ce qu'on s'est rendu compte, entre autres, dans les espaces de travail plus ouverts, c'est que des fois, il y a l'impossibilité de personnaliser son espace de travail. Lorsque les gens changent de bureau de travail à chaque jour, bien, ça est ressorti dans certaines études comme un facteur d'insatisfaction. Par contre, ce qu'on sait qui permet aux personnes de se sentir un peu mieux, de prendre un certain contrôle, de s'identifier un petit peu plus, c'est l'idée de pouvoir choisir l'espace de travail. Ça s'applique aussi aux étudiants. Dans votre maison, dans les lieux d'études où vous allez sur le campus, bien, si vous avez le choix de la possibilité de faire un choix constant de où vous travaillez, bien, il y a plus de chances que vous allez vous sentir mieux, vous sentir que vous avez pris un certain contrôle sur cet environnement-là. Mais ce qui m'amène juste aussi à vous dire, ben, c'est des petites choses, ça. C'est des choses, par exemple, moi, sur mon bureau de travail, j'ai une petite plante qui m'a coûté à peu près 5 mais je suis un fan des plantes depuis quelques temps. Donc, pour moi, ça me représente aussi, puis ça fait que je me sens un peu mieux, je me sens un peu plus chez moi où je travaille. L'instrumentalité liée à la tâche, c'est vraiment l'aspect fonctionnel de l'espace. Est-ce que c'est fonctionnel, c'est pratique, ça me permet de faire les choses que j'ai à faire. Donc, est-ce que les équipements puis l'arrangement des spatial, l'espace permet d'accomplir les tâches? Ce qu'on s'est rendu compte aussi dans le contexte de la COVID, c'est que les gens qui ont dit qu'il y avait un espace de télétravail de bonne qualité, ben, ils étaient moins susceptibles de rapporter de nouvelles difficultés de santé physique ou mentale suite au passage en télétravail. Donc, à la maison, avoir un espace de bonne qualité, c'était protecteur. Par exemple, manquer de connaissances sur la façon d'ajuster sa station de travail à nos besoins, puis entre autres, certains d'entre nous avons besoin de certaines adaptations pour que ça soit ergonomique, l'espace. Le manquer de connaissances était associé à avoir rapporté davantage de difficultés de santé physique ou mentale suite au passage en télétravail. Donc, c'est important de prendre du temps lorsqu'on arrive dans notre espace de travail, dans notre espace de vie, pour se demander, ça permet-tu de faire ce que j'ai à faire? Sinon, aller fouiller un petit peu sur le net, sur comment ajuster un espace de façon ergonomique, ça peut faire une différence. Puis ça nous permet de prendre du contrôle sur la situation. Et on sait que le contrôle, c'est un besoin aussi fondamental de l'être humain qui est important pour le bien-être et la santé mentale. Le plaisir, ça, c'est une des fonctions que j'aime le plus du potentiel psycho-environnemental. Ça fait référence aux choses qui, dans l'environnement, font qu'on s'y sent bien, qu'on s'y sent heureux, qu'on a des émotions positives. Tu sais, quand des fois, on est dans un endroit puis on sent que juste le fait d'être dans l'endroit, ça a un impact positif sur notre humeur, bien, c'est ça un peu la fonction du plaisir. Un des aspects qui a été le plus étudié par rapport au plaisir dans les travaux scientifiques, c'est le design biophilique. Biophilique comme bio, nature, c'est l'idée qu'on a un besoin biologique comme être humain, fondamentalement, de connexion avec la nature. Puis ça a des bienfaits pour nous au plan physique, mental, mais aussi au plan social, au plan de la société. Le design biophilique, donc, c'est l'intégration d'éléments de la nature dans l'environnement où on travaille. Il y a même une étude classique, là, vraiment, qui a été faite en 1984, qui a été publiée en 1984, qui montre que dans un hôpital, il y avait une partie des patients à l'hôpital qui se remettaient, si je me rappelle bien, d'une chirurgie, qui avaient une chambre avec une vue sur la nature, une autre partie qui avait une chambre avec une vue sur un mur de briques. Ce qu'on a vu, c'est que les gens qui avaient une chambre avec une vue sur la nature sont restés moins longtemps à l'hôpital. Donc, la vue sur la nature pourrait même avoir un effet positif sur certains indicateurs physiologiques, même là, sur notre santé physique.
Il y a des études qui ont été faites dans le contexte des classes même. Vous voyez, c'est une étude avec différents types d'environnements. Vous voyez la classe à gauche, c'est une classe qu'on dit contrôle, il n'y a pas de plantes, pas d'éléments naturels. En B, c'est une classe où il y a des plantes vertes. Et en C, c'est des tout petites plantes. Et ce qu'on a vu, c'est que dans les classes où il y avait des plantes, B ou C, c'est associé à des résultats, à davantage de résultats positifs, entre autres en termes de moins de stress chez les étudiants. Si je me rappelle bien, au plan cognitif aussi, au plan de l'attention, c'était associé aussi à des résultats positifs, si je me rappelle bien. Donc, ça montre que les environnements physiques autour de nous, dans les milieux d'études, ont aussi une importance et même des petites choses comme des plantes qui sont tout petites peuvent avoir un impact qui semble, qui est notable là, au plan scientifique dans les recherches. Intégrer la nature dans l'environnement de travail, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre l'intégration de plantes, de vraies plantes qui sont vivantes, comme ma plante ici à gauche. Ça peut être aussi des symboles de la nature. Ici, ce n'est pas une vraie plante, mais c'est une œuvre d'art avec des feuilles, mais ça pourrait être, des fois, on parle dans certaines études aussi du fait que du bois, une table de bois ou même certaines odeurs qui peuvent rappeler la nature, etc., pourraient avoir même des effets bénéfiques ou pourraient être associés à un effet positif sur le bien-être. Puis il y a même aussi des structures plus globales qui peuvent rappeler des formes naturelles. Bon, ce n'est pas à la portée de tous et toutes, mais dans un bureau ici, on fait comme une forme de grotte un petit peu qui rappelle la caverne qu'on retrouve là, dans la nature, qu'on trouvait dans la nature. Et ça aussi, ça serait une autre forme de design biophilique. Donc, c'est plein de façons de penser à la nature, l'intégrer dans nos vies, dans les espaces, entre autres les couleurs de la nature aussi. Donc, on peut être créatif et il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui suggèrent l'utilité, les bénéfices associés à ces choses-là. Bien sûr, ce n'est pas des bénéfices qui vont nécessairement être renversants ou qui vont nécessairement, si vous vivez un moment difficile, qu'il se passe des choses difficiles dans votre vie, ça ne va pas nécessairement évidemment compenser pour les choses plus difficiles, mais ça peut quand même amener, en tout cas de façon momentanée, un petit baume ou certaines émotions positives. Le design biophilique, d'ailleurs, dans le contexte de la COVID, il y a des études qui ont été faites. Une étude ici où on montre que les gens qui ont rapporté avoir plus de plantes à l'intérieur, plus de lumière naturelle, ont rapporté vivre davantage d'émotions positives, des émotions positives plus fréquentes malgré le contexte qui était quand même difficile de la COVID. Donc, c'est pour montrer que ça semble être une stratégie qui est intéressante, en tout cas du moins à explorer. Puis, bon, aussi, après, il y a tout l'aspect de prendre soin des plantes aussi. Ça peut être relaxant, ça peut être un loisir en soi qui est aussi quelque chose de positif. Ça peut même devenir une passion positive. Il y a d'autres études qui ont été faites même plus sur l'extérieur où on regardait la présence plus abondante de verdure dans le quartier ou de la verdure visible par la fenêtre, le patio ou sur le balcon. C'était associé à moins de symptômes d'anxiété et de dépression quand même là, dans le contexte de la COVID. Donc, la nature, c'est aussi ce qui se passe autour à l'extérieur dans nos environnements, comme sur le campus universitaire, il y a plein de nature. Bon, on pourrait croire que c'est probablement bénéfique. Je ne sais pas si c'est des études qui ont été faites à l'université spécifiquement sur ça, mais on pourrait croire que ça a possiblement un impact. La croissance, c'est le fait qu'il y a des stimuli différents dans l'environnement qui permettent aux gens de développer des compétences, d'apprendre des choses, de se motiver. La croissance dans l'environnement physique, c'est est-ce que l'environnement soutient ma motivation, mon développement, ma créativité? Ce qu'on s'est rendu compte, entre autres, dans les espaces de travail ouverts ou non assignés, c'est que souvent, ces espaces-là ouverts, c'est des espaces c'est quand même assez populaires où on pense que c'est à la fine pointe, puis les gens, ça va être agile, ça va renforcer la créativité, etc. Bien, c'est vrai jusqu'à un certain point. En fait, c'est vrai que la communication entre les gens dans un espace ouvert, bien, ça peut aider à l'échange d'idées. Ça peut aider à l'échange d'idées qui est favorable là, à la créativité dans certains cas. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les espaces ouverts, des fois, de la distraction, des interruptions, les gens nous parlent, des difficultés à trouver les collègues s'ils changent d'endroit à chaque jour dans l'espace de travail. Puis ça peut réduire la créativité. Des fois, on a besoin d'être dans notre bulle pour être créatif. La solution, c'est vraiment souvent, si possible, d'avoir une flexibilité, d'être capable d'avoir accès à différents espaces qui vous permettent d'interagir si vous avez besoin d'un moment avec plus de vie autour de vous, de gens avec qui communiquer pour partager des idées, stimuler votre créativité. Mais si vous avez besoin d'un moment plus calme, de pouvoir aller dans un autre petit coin d'une pièce ou dans un autre local pour aller vous recentrer, puis faire peut-être du deep thinking, de la pensée plus, de l'approfondissement de vos idées, etc. Ben, c'est la flexibilité qui compte.
Évidemment, dans un contexte personnel, un contexte de maison, etc., il n'y a pas nécessairement autant de flexibilité, mais il y a quand même moyen de se trouver des petits coins où c'est possible de faire un petit peu des deux. Je sais que quand la COVID le permettait, moi, j'allais beaucoup dans les espaces publics comme des cafés pour travailler. Moi, ça m'aide d'avoir des gens, des personnes autour, ça stimule ma motivation, ma créativité, jusqu'à un certain point. Puis des fois, je me rends compte, puis c'est comme non, je vais aller à mon bureau, je vais aller juste sur mon divan à la maison ou à un autre bureau tranquille, puis ça va m'aider. Donc, l'important, c'est aussi de développer notre compétence à identifier quand on a besoin de quoi. On pense que c'est simple, mais des fois, on ne sait pas trop ce qui est bon pour nous. Donc, peut-être vous observer au courant des prochaines semaines, prochains mois, prochaines années pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui répond mieux à vos besoins, puis de trouver des solutions qui permettent de satisfaire ça. Voilà, c'est tout. On a passé au travers des 6 fonctions, des 6 besoins du potentiel psycho-environnemental. Je vous laisse là-dessus, mais je vous invite vraiment à porter attention un petit peu dans les prochains mois à ce qui se passe autour de vous, les espaces physiques, puis réfléchissez, il y a toutes des petites choses. Une petite chose, par exemple, que vous pourriez faire dans les prochaines semaines pour vous sentir mieux dans les espaces où vous travaillez ou vous étudiez. Donc, je vous mets ce défi-là. Ça n'a pas besoin d'être une grosse chose. On y va une étape à la fois avec ce qui est possible de faire. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me trouver en googlant mon nom, Simon Coulombe, sur Internet. Et je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de votre bien-être, de votre santé. Au revoir.